Bonjour et bienvenue dans Vivre après, le podcast qui vous accompagne pour faire face aux ruptures de vie. Un programme soutenu par l'OCIRP et le groupe IMA. Je m'appelle Sarah Dumont, je suis journaliste et accompagnée d'experts, nous allons parler sans tabou du deuil, d'accidents, de longues maladies et de leur impact sur nos vies personnelles et professionnelles. Bonjour Hélène. Bonjour Sarah. Je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes psychothérapeute et docteur en psychopathologie. Vous vous êtes spécialisée dans l'accompagnement des blessés psychiques et vous intervenez régulièrement comme psychologue d'urgence. Vous avez écrit une trentaine d'ouvrages, dont plusieurs sur le deuil et la mort. Enfin, vous avez créé l'Institut Traumatisme, Psychique et Résilience pour former des professionnels à ces sujets peu connus. Je précise à nos auditeurs que cet entretien a été réalisé à distance, comme il est d'usage en ce moment. Alors, depuis le début de la crise sanitaire, vous avez accompagné de nombreuses personnes qui avaient perdu un proche en plein confinement. À quelle situation ont-ils dû faire face ? Alors pour chacun, ça a été différent. J'ai accompagné des personnes dont un parent, un père âgé était décédé. Donc c'est dans l'ordre des choses de la vie de perdre son parent, même si c'est toujours une grande souffrance. Et puis j'ai accompagné aussi une dizaine d'enfants qui ont perdu leurs parents jeunes, moins de 40 ans, très violemment, c'est-à-dire un parent qui partait le matin à l'hôpital et qui ne rentre pas, qui décède dans la journée. Donc ça, c'est fulgurant et extrêmement violent. Donc ce sont des accompagnements différents parce que dans un premier cas, on est dans une logique humaine de l'ordre de la vie d'un décès d'une personne âgée par rapport à des enfants qui continuent de vivre. Mais dans l'autre cas, on est face à des orphelins qui vont perdre un parent à un âge auquel on a encore besoin de son parent, ce qui n'est pas du tout dans l'ordre des choses de la vie. Donc ça, c'était différent. Le lien commun, ça a été pour le confinement 1, que les proches ne pouvaient pas voir le corps, ne pouvaient pas être présents aux funérailles, ne pouvaient pas assister aux enterrements ou aux crémations, ce qui était difficile. J'ai eu le cas de situation de maman, pour le coup, apprenant que leur mari était mort en appelant le soir pour avoir des nouvelles à l'hôpital. Ah ben non, il est mort en fin d'après-midi. Ça sert à rien de venir. Le corps n'est plus là. Pour des raisons sanitaires, il a été évacué. Vous pourrez pas le voir. On a brûlé et incinéré les affaires. Et pour les funérailles, appelez tel service, mais sachez que vous n'aurez pas le droit d'être présent. Ça, c'est d'une violence extrême. C'est-à-dire que la dernière image, c'est leur compagnon, leur mari partant à l'hôpital parce qu'il toussait, parce qu'il n'était pas bien. On leur a dit qu'il était mort. Ils finissent après le confinement par pouvoir aller sur le lieu de l'inhumation, mais sans avoir pu matérialiser autrement le décès. Et on sait que dans toutes les sociétés, c'est très important de voir le corps ou d'être présent près du corps. Quand le corps est très abîmé, on met un drap, de se recueillir auprès de la personne décédée pour se la représenter et se dire oui, elle est bien morte. Alors que là, ça reste très virtuel. Donc, ça fait ce qu'on appelle des deuils traumatiques, des deuils compliqués. Vous avez été plusieurs spécialistes justement à alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de laisser aux familles la possibilité d'accompagner les mourants. Est-ce que vous avez été entendus ? Alors, en partie, oui, avec le professeur Emmanuel Hirsch qui a mis en place, dès le début du confinement 1, un groupe éthique auprès du président pour l'alerter sur certaines décisions à prendre, sur certaines modalités de prise en charge, entre autres sur la question de ce qu'on appelle, nous, en médecine d'urgence, le tri. Alors, c'est très violent comme terme, mais c'était nécessaire à un moment donné pour les équipes soignantes. Est-ce qu'on se déplace ou pas, sachant qu'on n'a plus de moyens, selon l'âge, l'état de la personne ou pas. Et puis sur la question de l'accompagnement du deuil, on a fait des recommandations qui ont permis de faire évoluer les choses et qui ont conduit, en tout cas pour le confinement 2, le gouvernement à dire que pour les funérailles, il était inenvisageable de recommencer ce qui s'était passé lors du début du confinement 1, ce qui avait déjà évolué en cours de confinement 1, à savoir d'empêcher les proches d'être présents. Donc le fait d'avoir alerté sur les conséquences sanitaires, psychiques, des deuils traumatiques, les autorités, a fait très probablement qu'il y a une prise de conscience de réaliser que ne pas pouvoir accompagner un proche décédé, c'était horrible. Et puis, on a eu des gens du gouvernement très personnellement concernés. Donc, ça a conduit probablement à l'évolution qu'on a actuellement et qui permet aux personnes endeuillées d'accompagner un minimum, c'est-à-dire d'être présent au moment des funérailles, pas toujours de voir le corps, ça dépend des hôpitaux, ça dépend des contextes, ça dépend des délais entre la découverte du décès, l'annonce à la famille, le temps que la famille arrive. Des fois, c'est un peu long. Quelqu'un qui décède en EHPAD à Paris et la famille est à Toulouse, vous voyez, ça nécessite du temps. Donc, quand c'est possible, on essaie de permettre aux proches de voir. Sinon, on a conseillé de faire des photos par les services funéraires
pour que le proche puisse voir et puis surtout qu'il puisse être présent et participer à toutes les cérémonies. Et ça, c'est très important. Et par rapport à l'accompagnant de son proche en fin de vie, est-ce que vous avez pu obtenir une amélioration? Alors malheureusement, c'est compliqué, les accompagnements des proches en fin de vie. Alors l'accompagnement dans le contexte de la crise sanitaire fait que normalement, les proches n'ont pas le droit d'être présents auprès du lit du patient. Mais dans certains services, et ça c'est très lié à la dynamique des services et j'allais dire à l'humanité ou à la compréhension des chefs de service, que de permettre aux proches, en ayant tout l'équipement nécessaire, etc., d'être présents. Quand la personne décède d'un cancer, si elle attrape la Covid juste avant de décéder, c'est malheureusement pas ça qui va changer son état. Donc on essaye de faire valoir l'aspect psychique pour les proches endeuillés, qui prime sur la dimension du risque de transmettre la Covid à la personne qui est en soins palliatifs. Et ça fonctionne plutôt pas trop mal. Quand la personne a la Covid et est en fin de parcours à cause de problèmes respiratoires aigus, la crainte, c'est qu'elle transmette aux proches. Donc là, il y a beaucoup plus de résistance. C'est beaucoup plus compliqué, mais on essaye de l'obtenir avec toutes les précautions, c'est-à-dire en équipant les proches de blouses, de surblouses, de masques, de gants, pas que la personne qui décède soit seule et pour pas que l'endeuillé se retrouve aussi impuissant face au décès de son parent. Alors, au début de la crise, certains spécialistes se sont inquiétés du sort des familles qui avaient été privées de rites funéraires essentiels au chemin de deuil et qui ont parlé de deuil traumatique ou de deuil impossible. Vous en avez notamment parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment impossible de faire son deuil quand on n'a pas accompagné son proche en fin de vie ? Donc, dans les contextes liés à la Covid et au fait de ne pas pouvoir être présent au niveau des rituels funéraires, on parle plus en psy de deuil traumatique parce que le contexte est traumatique. Il y a la mort, on a failli mourir. Il y a la Covid qui est là, on risque de mourir. On nous le répète tous les jours, on nous égrène le nombre de morts. Enfin, c'est quand même extrêmement anxiogène. On n'a pas pu voir le corps, on n'a pas pu participer au rituel, contrairement à ce qu'on peut faire habituellement. Et puis, il y a la dimension de deuil compliqué qui peut s'ajouter avec des gens qui vont, au-delà de ce deuil-là, avoir un processus plus long. Alors, dans les études, on considère qu'il faut à peu près 2 ans pour apprivoiser la perte d'un proche, arriver à vivre avec l'absence. C'est une moyenne, bien évidemment. C'est les études américaines qui nous permettent de savoir ça. Il y a des situations, c'est beaucoup plus long. Des situations, c'est beaucoup plus court. Par exemple, la mamie de 120 ans qui décède, le vécu est différent que si c'est un bébé de 2 ans et la durée de la souffrance psychique par rapport à la perte sera différente. Parler de deuil impossible, en psy, c'est un non-sens parce que le deuil, c'est dès l'annonce de la perte. C'est un processus psychique qui se met en place dès l'annonce de la perte. Donc, il y a un deuil qui se fait, mais qui se fait avec une souffrance infinie quand on ne peut pas participer au rituel, quand on ne peut pas voir le corps. Donc, on a des deuils compliqués, voire des deuils traumatiques, c'est-à-dire avec des troubles liés au deuil, alors que normalement, le deuil n'est pas en soi une maladie. C'est-à-dire être triste, avoir du chagrin quand on a perdu un proche, c'est très adapté. Par contre, on l'a vu avec les endeuillés par Covid, des hallucinations, des personnes qui délirent et qui ont l'impression que leur proche est encore présent, donc ont des troubles très graves de la personnalité parce qu'ils n'ont pas pu voir le corps. Ça, on est sur des deuils pathologiques beaucoup plus fréquents dans le contexte de la Covid que dans le contexte des deuils classiques. Mais il n'y a pas d'études, on n'a pas eu de budget pour faire des études quantitatives sur ce type de deuil. Et comment les accompagnez-vous, ces endeuillés de la période de la Covid ? Alors, moi, personnellement, je les accompagne différemment selon les situations. Si c'est des enfants, des adultes, je suis encore plus attentive aux tout-petits parce qu'on a tendance souvent à banaliser la situation des tout-petits. Mais l'idée, c'est de mettre du sens, d'essayer de décrypter un petit peu tout leur ressenti et certaines fois de ritualiser symboliquement, de se représenter les choses, par exemple avec des adultes ou des enfants. On a refait en thérapie, ils n'avaient pas pu être présents au moment des funérailles, alors ça peut paraître glauque, mais c'est important, c'est très réassurant parce que ça permet d'être dans une position d'acteur et pas passif. On n'est plus impuissant, on se réattribue, on se remet dans la situation. Donc de symboliser le deuil en prenant par exemple des photos de la personne endeuillée, en allant soi-même enterrer à un endroit la photo ou en brûlant la photo et en dispersant les cendres, on devient acteur soi-même de son propre rituel pour permettre de ne pas être dans la situation de subir. Et c'est ça qui est violent pour les personnes traumatisées. Et c'est un vrai traumatisme d'avoir perdu un proche par Covid et de ne pas pouvoir faire les rituels de deuil, de ne pas être dans cette position passive, d'être acteur
et de plus être dans ce sentiment de désappartenance. On a vu effectivement pas mal de proches mettre en place leurs propres rituels, quitte à avoir des rituels dans l'intimité. Est-ce que ça, justement, ça a pu être aidant ? C'est quelque chose que l'on a fortement conseillé au tout début du confinement, quand il y avait une interdiction absolue, même d'être présent aux funérailles. Après, en milieu de confinement, on a dit 10 personnes par famille. Alors vous imaginez la difficulté de savoir qui y va, qui représente qui. Enfin, c'était extrêmement culpabilisant pour des proches d'y être alors que les autres n'y étaient pas. Enfin, c'était très compliqué. Donc du coup, il y a eu une mise en place pour pallier à cette impossibilité-là. Dans les familles, des fois, des Skype, des WhatsApp ou des temps communs, rituels, chacun à la même heure se retrouvant derrière les ordinateurs pour avoir un moment de recueillement, ou chacun individuellement en ayant un petit peu comme le font les cultures asiatiques de façon plus fréquemment que dans les cultures caucasiennes, occidentales, judéo-chrétiennes, c'est-à-dire des lieux de mémoire au sein des appartements, une photo avec une bougie. Dans notre culture caucasienne, c'est pas du tout habituel. Mais là, du fait du confinement, de l'impossibilité d'aller sur les lieux, c'est quelque chose qui a pu se faire, qui s'est fait. On a vu aussi le développement très rapide des funérailles en ligne pour permettre justement aux proches privés des funérailles d'y participer même de façon lointaine. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater ? Est-ce que ça a pu aider certains à mieux cheminer dans leur deuil ? Alors, c'est quelque chose que l'on avait conseillé au niveau du comité d'éthique, avec la grande précaution de dire que ça devait être proposé aux familles et pas imposé. La grande difficulté, c'est d'imposer. C'est par exemple les chambres funéraires qui vont s'occuper d'enterrer un papa et la maman est derrière l'ordinateur et oblige ses enfants à regarder. Ça, c'est terrible. On ne peut pas obliger. On a essayé d'être précautionné aussi par rapport à la question des crémations. Vous savez qu'en France, il y a de plus en plus de personnes qui sont incinérées. On est à peu près maintenant à un quart de la population, alors qu'il y a 10 ans, on était à 5%. Donc, c'est beaucoup plus fréquent. Et on a recommandé aux chambres funéraires qui s'occupaient des crémations de ne pas montrer, parce que ça, on a vu l'impact traumatique. On l'avait vu avant le confinement pour ceux qui le mettaient déjà en place pour les proches qui habitent en province qui ne pouvaient pas être là. Que le cercueil part à la chambre de crémation, il y a une porte qui peut s'ouvrir, on la ferme, mais on ne montre pas le four avec les flammes et le cercueil qui rentre dedans, ce qui avait été fait par certains services funéraires bien avant la Covid, pour les proches qui étaient en province, et on avait vu l'impact traumatogène de ce cercueil qui part dans les flammes. Donc pour les gens qui avaient fait le choix d'être incinérés ou pour les familles qui avaient fait le choix de la crémation, ce qu'on a recommandé aux services funéraires, c'est de montrer le cercueil qui part et on ferme les portes, mais pas dans le four, dans la salle, et les portes de la salle se ferment. Donc, c'est important de montrer, mais il ne s'agit pas de tout montrer dans les moindres détails. Donc, accompagner, pouvoir avoir l'image et qu'elle soit accessible de la personne dans son cercueil, ça, c'est quelque chose qui a été conseillé. Et c'était aussi important pour les agents funéraires qui se sont trouvés très mis à mal dans cette période-là, parce que les personnes décédées avec l'étiquette Covid, l'étiquette parce que vous avez eu probablement un certain nombre de personnes qui ne sont pas mortes de la Covid. En EHPAD, on a eu beaucoup de gens étiquetés morts Covid, mais qui sont probablement davantage morts de ce qu'on appelle un syndrome de glissement, c'est-à-dire décédés parce qu'ils se sentaient abandonnés et qui sont laissés mourir. Et il n'y a qu'une autopsie qui aurait pu permettre d'attester que c'était la Covid. Et ça coûte cher, donc il y a beaucoup de gens pour lesquels il n'y a pas eu d'autopsie. Et même chez des jeunes hommes, moi sur les situations que j'ai suivies, des enfants endeuillés dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui peut-être sont décédés d'une insuffisance respiratoire, cardiaque, méconnue. Et le virus a été beaucoup plus violemment vécu et a entraîné le décès, mais les médecins légistes auraient peut-être dit que la personne est décédée d'une insuffisance respiratoire et pas de la Covid. Et ça, c'est très important parce que pour les agents funéraires, pour avoir discuté avec certains d'entre eux, ils se sont retrouvés à ne pas pouvoir faire leur métier. C'est-à-dire, eux, ils sont là pour faire les toilettes, pour faire les soins au corps. Là, ils n'avaient pas le droit de toucher. Le corps était emballé, mis dans les housses tout à fait prévues pour les maladies contagieuses. Aucun soin. Donc, pour eux, c'était aussi à la fois frustrant, un sentiment d'impuissance terrible. Et le fait de leur dire, essayez de filmer au moins, de prendre au moins une photo du corps, du visage, pas dans la housse, mais un peu humanisé avec un drap dessus,
pour que les proches puissent avoir une image et savoir que oui, leur proche est bien mort. Et puis filmer la mise en bière et la cérémonie, si c'est une inhumation ou une crémation, ça leur permettait d'être acteurs et pas passifs. Ça a été aussi important pour ces professionnels qui n'ont pas du tout été valorisés durant toute cette période alors qu'ils ont fait un travail remarquable. Effectivement, j'ai aussi parlé avec de nombreux acteurs du funéraire qui ont souffert en fait de pas pouvoir remplir leur mission première, qui est d'honorer le mort et puis d'accompagner les familles. Enfin voilà, c'est quand même leur rôle premier. Est-ce que eux-mêmes ont été accompagnés, suivis? Parce que je me dis qu'il y a quand même des choses qui peuvent être aussi traumatiques de leur côté. À ma connaissance, non. Et c'est pas faute d'avoir alerté. Et on avait déjà, au niveau des psys d'urgence, alerté à une autre période de crise sanitaire qui était celle liée à la canicule, aux canicules, où les agents funéraires avaient dû faire un travail épouvantable en termes de quantité de personnes décédées et de conditions sanitaires, parce que les personnes étaient dans des chambres frigorifiques à Rungis, par exemple, sur le Val-de-Marne, ce qui est un marché et pas du tout fait pour s'occuper des personnes décédées, bien évidemment. Donc, c'était extrêmement violent pour eux de ne pas pouvoir, à cause de la quantité de personnes décédées, faire tout ce qu'ils auraient fait habituellement. Et là, la particularité de la Covid, c'est comme c'est une maladie contagieuse, ils n'ont normalement même pas le droit d'habiller le corps. Certains l'ont fait avec les précautions d'usage, d'autres n'ont même pas fait. Au tout début, ils n'ont même pas fait. Et puis, le fait que certains l'aient fait et qu'on soit rendu compte que c'est pas ça qui les contaminait a permis quand même à d'autres services funéraires de se dire, on va faire le minimum, on n'a pas le droit de faire la toilette, mais on va au moins habiller la personne, parce que la personne sortait du service d'hospitalisation, souvent avec la blouse de l'hôpital, était mis dans la housse, était mis dans le cercueil, point barre. Donc, pour les agents funéraires, c'était très compliqué. À ma connaissance, il n'y a pas eu de débriefing, d'attention collective portée au sein des équipes de ces services-là, sauf peut-être des initiatives très locales, très services funéraires dépendants, j'allais dire, mais avec cette idée très compliquée que on a ça aussi beaucoup au niveau des urgentistes quand il y a eu les attentats et qu'on a dit oui, mais bon, il faudrait peut-être faire des déclarations d'accident de travail parce que là, il y a une quantité de morts dans des conditions atroces et inhabituelles. La réponse a été très résistante. On a fini par le faire, mais au début, ça a été compliqué. Ce qu'on nous a dit, mais vous êtes au SAMU, vous êtes habitués aux morts violentes. Sauf qu'une mort violente, c'est pas pareil que 200 morts violentes. Il y a des contextes qui font que l'attention portée aux conséquences psychiques sur les professionnels n'est pas toujours prise à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Et je crains que beaucoup d'agents funéraires se retrouvent en situation soit de ne pas oser dire que c'est difficile. Donc, il y a beaucoup de pudeur à parler de ces émotions dans ces métiers-là et de la difficulté du travail dans ces métiers-là en particulier. J'imagine que c'est la même chose pour beaucoup de soignants. C'est la même chose pour beaucoup de soignants. Les soignants essayent par contre de se faire mieux entendre. Il y a un autre rapport aux soignants, les infirmiers par exemple. Quand vous parlez dans le grand public des infirmiers ou vous allez parler des agents funéraires, l'agent funéraire, c'est lui qui va s'occuper du mort. Donc il est au plus près de quelque chose de très compliqué en termes de représentation sociale, très tabou, et du coup, la population est moins enclinte à être bienveillante à l'égard de ces professionnels. D'ailleurs, ce sont des gens qui vous disent qu'ils restent souvent entre eux au niveau du cercle amical, familial, parce que quand ils parlent de leur métier, ça fait peur. Il n'y a pas d'admiration. L'infirmière, il y a une forme d'admiration. L'agent funéraire, il y a une forme de rejet. Donc, la population est probablement beaucoup plus attentive aux revendications très justifiées des soignants, sur les conditions de prise en charge, sur le travail éprouvant, sur les difficultés d'accompagner les personnes qui décèdent, d'accompagner les malades. La population et les autorités sont probablement plus attentives que face à une profession qui est déjà socialement très mal perçue. On parlait tout à l'heure des funérailles en ligne. Est-ce que finalement, parce qu'elles existaient avant la crise sanitaire, mais étaient peu employées, parce que peut-être pas socialement acceptable dans le sens que ça ne se fait pas de filmer les funérailles. Oui. Est-ce que vous pensez que ça peut faire évoluer cette pratique sur la durée, hors période de crise ? Alors, hors période de pandémie et de crise, il est très probable que les funérailles en ligne, qui avaient déjà commencé à se développer depuis en fait l'évolution technologique, il est certain quand on n'avait pas d'ordinateur, c'est un petit peu différent, mais depuis qu'on a ces ressources-là, filmer des funérailles, le rapport à l'image socialement a changé, ne serait-ce qu'un autre champ de la vie qu'est la naissance. On voit bien que le rapport à l'image
Même si maintenant on recule, mais il y a une période où on filmait les accouchements, on a quand même dit que c'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de mieux, fallait garder une part de mystère. Mais filmer le bébé dès les premiers jours, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas il y a une vingtaine d'années parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Donc, pareil pour les funérailles, on n'avait pas les moyens de le faire. Le fait qu'on ait les moyens de le faire a conduit bien avant la pandémie que pour des proches qui étaient à l'étranger ou des proches en grande province qui n'avaient pas les moyens financiers d'aller dans la ville où avaient lieu les funérailles, certains services funéraires proposaient la mise en ligne de la cérémonie. C'était une proposition, vous cliquiez et il y avait un lien sur la cérémonie, qui a été très discutée parce qu'il y avait la question justement de l'intimité, que le lien ne devait pas être accessible à tout le monde, que si on perd son ordinateur, on est cambriolé, tout le monde a accès au lien, c'est pas possible. Donc il y a probablement une évolution qui va perdurer parce qu'on a vu que ça apaisait des gens qui ne pouvaient pas participer aux obsèques, que de pouvoir avoir un minimum la possibilité d'avoir le film des obsèques. Donc c'est probablement quelque chose qui va se généraliser là avec la pandémie, parce qu'on en voit les effets bénéfiques, mais avec une prudence à avoir de toujours respecter l'intimité du mort, l'intimité des familles. Il ne s'agit pas de mettre sur des réseaux publics des funérailles en ligne, même si on l'a vu pour des célébrités, prendre Johnny Hallyday, les funérailles publiques, on en voit aussi les effets. Mais pour la famille, la question de l'intimité doit rester la priorité. Beaucoup d'avis de décès mentionnaient la tenue de secondes funérailles après la crise sanitaire. Pensez-vous qu'elles vont avoir lieu ? Alors pour la Covid, le confinement 1, on a peut-être envie de dire ça comme ça, il s'est passé quelque chose d'extrêmement violent pour les familles, c'est qu'il y avait une surcharge des services funéraires, une impossibilité d'accéder aux cimetières qui étaient fermés. Donc les corps ont été mis en attente dans des chambres frigorifiques. Vous imaginez l'aspect très glauque de la situation. Dans les cas où les cimetières n'étaient pas accessibles, il y avait des cimetières accessibles. Mais on avait par exemple le Père-Lachaise à Paris qui était fermé. Donc toutes les personnes qui devaient être enterrées dans le caveau familial au Père-Lachaise ou au crématorium du Père-Lachaise étaient en attente dans des endroits, entre autres à Rungis, dans des chambres frigorifiques, ce qui était assez épouvantable pour les familles, mais ce qui a permis à la levée du confinement des funérailles, des fois 1 mois, 2 mois après le décès. D'autres familles ont, après la levée du confinement, organisé des funérailles, c'est-à-dire des temps de rencontre au columbarium, là où étaient les cendres, ou alors près de la tombe de la personne enterrée, à distance, celles qui avaient pu être incinérées et enterrées. Ça a été aidant pour certaines familles, la difficulté étant que le nombre de personnes était là aussi limité et reste limité. Donc le tempo d'avoir un deuxième temps de commémoration est déjà quelque chose qui se fait ou qui se faisait avant la pandémie dans des familles, ne serait-ce qu'aux dates commémoratives, 1 an après, ou ne serait-ce qu'aux dates anniversaires de la personne décédée. Il y a souvent dans les familles ou dans les proches, dans l'environnement, un temps de ritualisation commune. Ça existait déjà. Donc là, ça a été davantage pratiqué et souvent apaisant. C'est pour ça que pour certains, c'est toujours pas en place, ça a toujours pas été organisé parce que c'est toujours limité en termes du nombre de personnes présentes. Donc la question que je me pose, c'est si on est limité encore pendant 1 an, est-ce que vous pensez qu'il y aura toujours cette envie ou en tout cas, est-ce que ça pourra aider à réparer même si ça s'est éloigné dans le temps ? La béance psychique, c'est la béance en termes de blessures, de gouffres psychiques entre les morts et les endeuillés ne se comblera pas dans le temps. Il est très clair que dans 1 an, les gens endeuillés auront cheminé et que la question de la ritualisation s'opposera. Elle se fera probablement pas avec la même intensité, peut-être avec un détachement différent que celui qui est à l'œuvre quand on enterre ou on incinère juste après le décès. La violence émotionnelle est différente. Ça sera très différent. Je ne dis pas que ça sera inutile, ça sera très différent, mais ce deuil empêché, c'est-à-dire ces rituels qui n'ont pas été possibles au moment du décès, il n'y a rien qui pourra remplacer ça. Il n'y a rien qui pourra réparer ça. Il faudra vivre avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas avec, mais ça va compliquer les deuils. Et ça, on le sait, on alerte le gouvernement là-dessus. Mais malheureusement, on n'est pas forcément très écouté parce qu'il y a les contraintes sanitaires qui empêchent certains soins, qui empêchent certaines cérémonies. Et vous alertez, mais quelles sont vos demandes exactement ? La demande, c'est que les cérémonies funéraires puissent se dérouler avec les précautions de masques, de distanciation sociale, mais qu'on ne limite pas à 10 personnes. Parce que dans une famille, quand vous avez perdu un grand-père, par exemple, 10 personnes, si le grand-père il avait sa femme, 4 enfants,
Ça fait déjà 5 personnes. Si chaque enfant avait 4 ou 5 ou 2 ou 3 petits-enfants, il va falloir faire un choix dans les petits-enfants. Donc, c'est absolument épouvantable. Donc, la famille... Aujourd'hui, je pense qu'on est à 30 personnes en limitation. Oui, ça a été élargi. Ouais. Ça a été élargi, mais vous avez quand même certains services funéraires qui continuent limités à 10. Et de ne pas pouvoir rendre hommage, c'est très culpabilisant. Et 10 ans plus tard ou 2 ans plus tard, ça sera pas la même chose. Vous militez aussi pour la mise en place d'un hommage collectif pour les personnes décédées pendant le confinement. Pourquoi est-ce si important à vos yeux ? C'est important avec toute la complexité de savoir quel jour on va trouver, à quel moment on va s'arrêter, parce que bien évidemment, là on est à plus de 40 000 morts. Donc l'idée d'acter par l'État une commémoration, c'est aussi d'être dans la logique de ce qui nous a été dit. On nous a dit on est en guerre. Mais on est en guerre, à ce moment-là, on est en guerre jusqu'au bout. Et quand on est en guerre, à l'issue d'une guerre, il y a un monument aux morts qui peut être un lieu tout à fait à réfléchir collectivement, mais qui sera un hommage aux victimes de la Covid, parce qu'on est quand même à plus de 40 000 morts. Et dans les études que l'on fait globalement du nombre d'endeuillés, on va bientôt atteindre 1 million d'endeuillés par Covid. C'est quand même pas rien. Alors, c'est pas autant que la guerre, vous me direz, mais c'est quand même pas rien. Donc, si on est en guerre, après la guerre, on a rendu hommage à nos morts. La Covid, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est ça la difficulté. Donc, on ne va pas faire un hommage tant que le virus est très actif. Et ça sera probablement à penser pour permettre de passer à autre chose. C'est pas dire être dans l'oubli, mais être dans la mémoire. Et qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui vous écoutent et qui ont vécu un deuil en temps de Covid et qui finalement ont l'impression d'en souffrir encore énormément ? Alors, ne pas rester seul, ça s'il y a une chose à dire, c'est ça, ne pas rester seul, rechercher de l'aide, alors soit par des associations, Vivre son deuil, Elisabeth Kubler-Ross et Jalmab sont vraiment des associations très précieuses dans l'accompagnement des personnes endeuillées, ou des professionnels, mais vraiment solliciter des professionnels spécialisés parce que c'est dur de le dire, mais il y a un véritable marché commercial de psy qui se sont autoproclamés spécialistes du deuil traumatique. C'est très particulier le deuil en contexte Covid. Et donc, pas rester seul, c'est vraiment la priorité. Et enfin, est-ce que vous auriez une citation que vous aimeriez partager avec nos auditeurs ? Alors, c'est difficile, il y en a tellement de citations. Ce qui n'anéantit pas rend plus fort. La mort, ça fait partie de la vie. Et quand on vit une épreuve aussi épouvantable que perdre un proche, par Covid ou par autre chose, là, par Covid, parce que c'est quelque chose qui est malheureusement dans la fréquence extrêmement fort actuellement dans notre population, mais perdre un proche, c'est toujours une épreuve. De cette épreuve-là, il faut essayer de tenir, parce que c'est ça qui fait la mise en mémoire de la personne qui est décédée, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se laisser aller en disant j'arrête de vivre, c'est trop douloureux. Et on apprend dans le temps que ce deuil-là nous a donné une certaine force et nous a aussi beaucoup appris sur nous-mêmes. Donc voilà, ne jamais lâcher, toujours se battre, aller de l'avant. Le Covid est une épreuve très douloureuse, très difficile, mais on la dépassera et on a probablement par rapport à nos jeunes, alors on n'est pas forcément parents, mais dans notre entourage, il peut y avoir des enfants, des jeunes, on a aussi ce devoir-là de les aider à se projeter vers l'avenir et ne pas être sur le versus apocalyptique que l'on peut entendre actuellement, où on a l'impression que l'avenir est totalement noir et sans perspective. Les enfants, les adolescents d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Il faut impérativement qu'on leur porte un message d'espoir pour la suite. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à consulter plus d'informations sur vivreaprès.fr, le site qui aide à faire face aux ruptures de vie.